Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire la suite des fables de La Fontaine. Nous avions commencé à le lire il y a déjà plus d'1 an. Nous avions lu les fables du livre premier. Donc aujourd'hui, nous allons lire la suite, c'est-à-dire le livre second. Conseil tenu par les rats. Un chat nommé Rodilardus faisait des rats telles des confitures que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son soûl. Et Rodilard passait chez l'agent misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme. Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats d'un chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche averti, il s'enfuirait en terre. Qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit, je n'y vas point, je ne suis pas si sot. L'autre, je ne saurais, si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai maints chapitres vus, qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre, non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne. Le loup plaidant contre le renard, par devant le singe. Un loup disait que l'on l'avait volé. Un renard, son voisin, d'assez mauvaise vie, pour ce prétendu vol par lui fut appelé. Devant le singe il fut plaidé, non point par avocat, mais par chaque partie. Thémis n'avait point travaillé, de mémoire de singe, a fait plus embrouillé. Le magistrat suait en son lit de justice, après qu'on eut bien contesté, répliqué, crié, tempêté. Le juge instruit de leur malice, leur dit, je vous connais de longtemps, mes amis, et tous deux vous payerez l'amende. Car toi, loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait pris, et toi, renard, as pris ce que l'on te demande. Le juge prétendait qu'à tort et à travers on ne saurait manquer, condamnant un pervers. Les 2 taureaux et une grenouille. 2 taureaux combattaient à qui posséderait une génisse avec l'empire. Une grenouille en soupirait. Qu'avez-vous? Se mit à lui dire quelqu'un du peuple croissant. Et ne voyez-vous pas, dit-elle, que la fin de cette querelle sera l'exil de l'un, que l'autre, le chassant, le fera renoncer aux campagnes fleuries. Il ne régnera plus sur l'herbe des prairies, viendra dans nos marais régner sur les roseaux. Et nous foulant aux pieds jusqu'au fond des eaux, tantôt l'une et puis l'autre, il faudra qu'on pâtisse du combat qu'a causé madame la génisse. Cette crainte était de bon sens. L'un des taureaux en leur demeure s'alla cacher à leurs dépens. Il en écrasait 20 par heure. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. La chauve-souris et les 2 belettes. Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes, et sitôt qu'elle y fut, l'autre envers les souris de longtemps courroucée
sans fiction. Oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles, grâce à l'auteur de l'univers. Je suis oiseau, voyez mes ailes, vive l'agent qui fend les airs. Sa raison plut et sembla bonne, elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. 2 jours après, notre étourdi aveuglément se va fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis. La voilà terre-chef en danger de sa vie. La dame du logis avec son long museau s'en allait la croquer en qualité d'oiseau. Quand elle protesta qu'on lui faisait outrage, moi pour tel passé, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau, c'est le plumage. Je suis souris, vive les rats. Jupiter confonde les chats. Par cette adroite répartie, elle sauva 2 fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui d'écharpe changeant au danger ainsi qu'elles ont souvent fait la figue. Le sage dit selon les gens, vive le roi, vive la ligue. L'oiseau blessé d'une flèche, mortellement atteint d'une flèche embenée, un oiseau déplorait sa triste destinée et disait en souffrant un surcroît de douleur, faut-il contribuer à son propre malheur? Cruels humains, vous tirez de nos ailes de quoi faire voler ces machines mortelles. Mais ne vous moquez point, engeance sans pitié, souvent il vous arrive un sort comme le nôtre. Des enfants de Japet, toujours une moitié, fournira des armes à l'autre. La lys et sa compagne. Une lys étant sur son terme, et ne sachant où mettre un fardeau si pressant, fait si bien qu'à la fin sa compagne consent de lui prêter sa hutte où la lys s'enferme. Au bout de quelque temps, sa compagne revient. La lys lui demande encore une quinzaine. Ces petits ne marchaient, disait-elle, qu'à peine. Pour faire court, elle l'obtient. Ce second terme échu, l'autre lui redemande sa maison, sa chambre, son lit. La lys, cette fois, montre les dents et dit « Je suis prête à sortir avec toute ma bande, si vous pouvez nous mettre hors. » Ses enfants étaient déjà forts. Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête, il faut que l'on en vienne au coup. Il faut plaider, il faut combattre. Laissez-leur prendre un pied chez vous, ils en auront bientôt pris 4. L'aigle et l'escargot. Je viens de vérifier, l'escargot c'est l'ancien nom du scarabée. L'aigle donnait la chasse à maître Jean Lapin, qui droit à son terrier s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escargot se rencontre en chemin. Je laisse à penser si ce gîte était sûr, mais où mieux. Jean Lapin s'y blottit, l'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile. L'escargot intercède et dit « Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux, mais ne me faites pas cet affront, je vous prie, et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui de grâce, ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère, l'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escargot, l'étourdit, l'oblige à se taire. Enlève Jean Lapin. L'escargot indigné vole au nid de l'oiseau, fracasse en son absence ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance. Pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris et pour comble de rage, ne sait sur qui venger
a souffert. Elle gémit en vain, sa plainte au vent se perd. Il fallut pour 7 ans vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut. L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut. La mort de Jean Lapin des rechefs est vengée. Ce second deuil fut tel que l'écho de ses bois n'endormit de plus de 6 mois. L'oiseau qui porte Ganymède, du monarque des dieux, enfin implore l'aide. Dépose en son giron ses œufs et croit qu'en paix ils seront dans ce lieu, que pour ses intérêts, Jupiter se verra contraint de les défendre. Hardi qui les irait là prendre, aussi ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note, sur la robe du dieu fit tomber une crotte. Le dieu la secouant jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, de quitter toute dépendance, avec maint d'autres extravagances. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal, l'escarbot comparut, fit sa plainte et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait tort, mais les deux ennemis ne voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa pour bien faire de transporter le temps où l'aigle fait l'amour en une autre saison, quand la race escarbotte est en quartier d'hiver, et comme la marmotte se cache et ne voit point le jour. Le lion et le moucheron, va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle. Tantôt pique l'échine et tantôt le museau. Tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait montée. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'ait griffes ni dents en la bête irritée, qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut mais, et sa fureur extrême, le fatigue, là-bas, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire, va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre vos ennemis les plus à craindre sont souvent les plus petits, l'autre qu'au grand péril d'elle a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. L'âne chargé d'éponges et l'âne chargé de sel. Un ânier, son sceptre à la main, menait en empereur romain 2 coursiers à longues oreilles. L'un d'éponges chargé marchait comme un courrier, et l'autre, se faisant prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par monts, par vaux et par chemin, au gué d'une rivière à la fin arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier qui tous les jours traversait ce gué-là, sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête,
se précipita, revint sur l'eau, puis s'échappa, car au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagées. Camarade épongier prit exemple sur lui, comme un mouton qui va dessus la voie d'autrui. Voilà mon âne à l'eau, jusqu'au col il se plonge, lui le conducteur et l'éponge. Tous trois burent d'autant, l'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devient si pesante et de tant d'eau s'emplit d'abord, que l'âne succombant ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours, qui se fût, il n'importe. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point. Le lion et le rat, la colombe et la fourmi. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, dans la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, quand sur l'eau se penchant une fourmi y tombe. Et dans cet océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête. La fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole. L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Un astrologue un jour se laissa choir au fond d'un puits. On lui dit, pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête? Cette aventure en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes, il en est peu qui fort souvent ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin les mortels peuvent lire. Mais ce livre qu'Homère et les siens ont chanté, qu'est-ce que le hasard parmi l'Antiquité et parmi nous la Providence? Or du hasard il n'est point de science. S'il en était, on aurait tort de l'appeler hasard, ni fortune, ni sort, toute chose très incertaine. Quant aux volontés souveraines de celui qui fait tout et rien qu'avec dessein, qui les sait que lui seul, comment lire en son sein? Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles? À quelle utilité pour exercer l'esprit de ceux qui de la sphère et du globe ont écrit? Pour nous faire éviter des maux inévitables, nous rendre dans les biens de plaisir incapables, et causant du dégoût
soit venu. Cette erreur, ou plutôt ces crimes de le croire, le firmament se meut, les astres font leur cours, le soleil nous luit tous les jours. Tous les jours sa clarté succède à l'ombre noire, sans que nous en puissions autre chose inférer que la nécessité de luire et d'éclairer, d'amener les saisons, de mûrir les semences, de verser sur les corps certaines influences. Du reste, en quoi répond au sort toujours divers, ce train toujours égal dont marche l'univers? Charlatans, faiseurs d'horoscopes, quittez les cours des princes de l'Europe. Emmenez avec vous les souffleurs tout d'un temps, vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Je m'emporte un peu trop, revenons à l'histoire de ce spéculateur qui fut contraint de boire. Outre la vanité de son art mensonger, c'est l'image de ceux qui baillent aux chimères, cependant qu'ils sont en danger, soit pour eux, soit pour leurs affaires. Le lièvre et les grenouilles. Un lièvre en son gîte songeait, car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe? Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait, cet animal est triste et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent, jamais un plaisir pur, toujours assaut divers. Voilà comme je vis cette crainte maudite, m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle, et la peur se corrige-t-elle? Je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur comme moi. Ainsi raisonnait notre lièvre, et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit, ce lui fut un signal pour s'enfuir de vers sa tanière. Il s'en alla passer sur le bord d'un étang, grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes, grenouilles de rentrer en leur grotte profonde. Oh, dit-il, j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens, je mets l'alarme au camp. Et d'où me vient cette vaillance? Comment des animaux qui tremblent devant moi? Je suis donc un foudre de guerre. Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre, qui ne puisse trouver un plus poltron que soi. Le coq et le renard. Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq adroit et matois. Frère, dit un renard adoucissant sa voix, nous ne sommes plus en querelle, paix générale cette fois. Je viens te l'annoncer, descends que je t'embrasse, ne me retarde point de grâce. Je dois faire aujourd'hui 20 postes sans manquer. Les tiens et toi pouvez vaquer sans nulle crainte à vos affaires. Nous vous y servirons en frères. Faites-en les feux dès ce soir, et cependant viens recevoir le baiser d'amour fraternel. Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix, et ce m'est une double joie de la tenir de toi. Je vois de lévriers qui, je m'assure, son courrier, que pour ce sujet on s'envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends, nous pourrons nous entrebaiser tous. Adieu, dit le renard, ma traite est longue à faire. Nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. Le galant aussitôt tire ses grègues, gagne au haut, malcontent de son stratagème. Et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur, car c'est double plaisir de tromper le trompeur.
Oiseau de Jupiter enlevant un mouton, un corbeau, témoin de l'affaire, et plus faible de rein, mais non pas moins glouton, en voulut sur l'heure autant faire. Il tourne alentour du troupeau, marque entre 100 moutons le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice, on l'avait réservé pour la bouche des dieux. Gaillard Corbeau disait en le couvrant des yeux, je ne sais qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état, tu me serviras de pâture. Sur l'animal bêlant à ces mots il s'abat. La moutonnière créature pesait plus qu'un fromage, outre que sa toison était d'une épaisseur extrême, et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème. Elle empêtra si bien les airs du corbeau que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer, la conséquence est nette. Mal prend aux volereaux de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leurre. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Le paon se plaignant à Junon. Le paon se plaignait à Junon. Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, est lui seul l'honneur du printemps. Junon répondit en colère, oiseau jaloux et qui devrait te taire, est-ce à toi d'envier la voix du rossignol, toi que l'on voit porter alentour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie, qui te panade, qui déploie une si riche queue et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire. Est-il quelque oiseau sous les cieux plus que toi capable de plaire? Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage. La corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre, ou bien, pour te punir, je t'ôterai ton plumage. La chatte métamorphosée en femme. Un homme chérissait éperdument sa chatte. Il la trouvait mignonne et belle et délicate, qui miaulait d'un ton fort doux. Il était plus fou que les fous. Cet homme donc, par prière, par larmes, par sortilège et par charme, fait tant qu'il obtient du destin que sa chatte en un beau matin devient femme, et le matin même, maître sot en fait sa moitié. Le voilà fou d'amour extrême, de fou qu'il était d'amitié. Jamais la dame la plus belle ne charma tant son favori que fait cette épouse nouvelle, son hypocondre de mari. Il n'y trouve plus rien de chatte. Un soir, quelques souris qui rongeaient de la natte troublèrent le repos des nouveaux mariés. Aussitôt la femme est sur pied, elle manqua son aventure, sourit de revenir, femme d'être en posture. Pour cette fois, elle accourut à point, car ayant changé de figure, les souris ne la craignaient point. Celui fut toujours une amorce, dans le naturel à deux forces. Il se moque de tout, certain âge accompli. Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli. En vain de son train ordinaire, on le veut désaccoutumer. Quelque chose qu'on puisse faire, on ne saurait le réformer. Coup de fourche ni d'étrivière ne lui font changer de manière, et fussiez-vous
vous n'en serez les maîtres. Qu'on lui ferme la porte au nez, il reviendra par les fenêtres. Le lion et l'âne chassant. Le roi des animaux se mit un jour en tête de giboyer, il célébrait sa fête. Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux, mais beaux et bons sangliers, daims et cerfs bons et beaux. Pour réussir dans cette affaire, il se servit du ministère, de l'âne à la voix de Stentor. L'âne à ses lions fit office de corps. Le lion le posta, le couvrit de ramée, lui commanda de braire, assuré qu'à ce son, les moins intimidés fuiraient de leur maison. Leur troupe n'était pas encore accoutumée à la tempête de sa voix. L'air en retentissait d'un bruit épouvantable. La frayeur saisissait les hôtes de ces bois. Tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable où les attendait le lion. N'ai-je pas bien servi dans cette occasion, dit l'âne en se donnant tout l'honneur de la chasse. Oui, reprit le lion, c'est bravement crié. Si je ne connaissais ta personne et ta race, j'en serais moi-même effrayé. L'âne, s'il eût osé, se fut mis en colère, encore qu'on le raillât avec juste raison. Car qui pourrait souffrir un âne fanfaron? Ce n'est pas là leur caractère. Testament expliqué par Ésope. Si ce qu'on dit d'Ésope est vrai, c'était l'oracle de la Grèce. Lui seul avait plus de sagesse que tout l'aréopage. En voici pour essai une histoire des plus gentilles et qui pourra plaire au lecteur. Un certain homme avait 3 filles, toutes 3 de contraire humeur, une buveuse, une coquette, la 3e avare parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien par portions égales, en donnant à leur mère tant, payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa contingente part. Le père mort, les 3 femelles courent au testament sans attendre plus tard. On le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur, mais en vain, car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur ne possédera plus sa part héréditaire, il lui faudra payer sa mère. Ce n'est pas un fort bon moyen pour payer que d'être sans bien. Que voulait donc dire le père? L'affaire est consultée et tous les avocats, après avoir tourné le cas en 100 000 manières, y jettent leur bonnet, se confessent vaincus et conseillent aux héritières de partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici, leur dirent-ils, ce que le conseil treuve. Il faut que chaque sœur se charge par traite du tiers payable à volonté, si mieux n'aime la mère en créer une rente dès le décès du mort courante. La chose ainsi réglée, on composa 3 lots. En l'un, les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, la vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, les magasins de malvoisie, les esclaves de bouche, et pour dire en 2 mots l'attirail de la goinfrerie. Dans un autre, celui de la coquetterie. La maison de la ville et les meubles exquis, les eunuques et les coiffeuses et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le 3e lot, les fermes, le ménage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur. Ces lots faits, on jugea que le sort pourrait faire que peut-être pas une sœur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi chacun prit son inclination, le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva, le partage et le choix. Et
Ésope seul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. Si le défunt vivait, disait-il, que l'Attique aurait de reproches de lui. Comment ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si mal entendu la volonté suprême d'un testateur? Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même et donne à chaque sœur un lot contre son gré. Rien qui pût être convenable, partant rien aux sœurs d'agréable. À la coquette, la tiraille qui suit les personnes buveuses, la biberonne eut le bétail, la ménagère eut les coiffeuses. Telle fut la vie du Phrygien, alléguant qu'il n'était moyen plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leurs biens. Qu'elles se marieraient dans les bonnes familles, quand on leur verrait de l'argent, paieraient leur mère tout content, ne posséderaient plus les effets de leur père, ce que disait le testament. Le peuple s'étonna comme il se pouvait faire qu'un homme seul eût plus de sens qu'une multitude de gens. Voilà, nous avons lu le livre second, donc nous lirons la suite une prochaine fois. J'espère que vous avez suivi jusqu'au bout. Ce n'est pas forcément évident de s'accrocher à comprendre ce langage qui